C'est dans l'intérêt de nous tous quand le pays se porte bien. Et vous ne trouverez aucune animosité de la part de la commission électorale vis-à-vis de ces choses-là. Même en dehors de la période électorale, de la révision de la liste électorale, venez. Nous avions, il n'y a pas longtemps, au niveau du PPAC, démontré que la liste électorale actuelle contient des irrégularités flagrantes qui concernent près de 2,5 millions d'électeurs. D'autres partis politiques ont relevé également ces mêmes irrégularités, de même que la société civile, des personnalités politiques. Il s'agit de millions d'électeurs frauduleusement inscrits sur cette liste ou qui le sont de façon indue. Il s'agit de personnes décédées, il s'agit de fraudeurs sur la nationalité, il s'agit de personnes citoyennes mais omises ou déplacées frauduleusement. Il s'agit aussi du mercenariat électoral, plus connu sous le nom de transhumance. Au niveau du PPACI, au niveau du groupe parlementaire que je représente, notre position est de réaliser, concernant cette liste électorale, afin de faire taire tous ceux qui la suspectent de ne pas être fiable, c'est de réaliser un audit. Un audit de la liste électorale. Mais apparemment, nous avons le sentiment que cette position gêne la commission électorale indépendante. Nous nous posons la question et nous espérons avoir la réponse, parce que faire un audit vise tout simplement à disposer d'une liste électorale fiable, propre, établie ou corrigée dans la transparence. C'est de ça qu'il s'agit. En deuxième lieu, le groupe parlementaire PPACI constate que la liste électorale n'est pas annuellement révisée, comme le prévoit la loi. Question: pourquoi la commission électorale indépendante ne se conforme-t-elle pas à la loi, ne respecte pas la loi qui lui impose de faire une révision de la liste chaque année? Nous avons entendu que pour des révisions passées, il n'y avait pas d'engouement. La population ne semblait pas intéressée. Mais la CEI s'est-elle posé la question du peu d'engouement qu'elle a pu constater et rechercher les solutions avec les partis politiques, avec la société civile, avec tous ceux qui ont un intérêt pour des élections effectivement démocratiques. C'est la question que nous nous posons. Nous souhaitons qu'il y ait une révision chaque année, peu importe l'engouement qu'on peut observer. En troisième lieu, le groupe parlementaire PPACI note avec tous les Ivoiriens que l'opération actuelle qui va être engagée le 19 octobre et qui vise principalement les nouveaux majeurs va se tenir pendant 23 jours. Le RGPH semble nous donner le nombre des personnes concernées qui se situerait aux environs de 4 millions. En 23 jours,
la CEI peut-elle réaliser l'enrôlement de toutes ces personnes? Comment compte faire la CEI pour rattraper ceux qui n'ont pas été enrôlés en 2023 et ceux qui doivent l'être en 2025, si l'on respecte la loi? Quatrième préoccupation, quelle est la stratégie de sensibilisation et d'information de la CEI pour mobiliser ce nombre important de citoyens qui doivent être enrôlés? Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, le groupe parlementaire PPACI note que les pièces afférentes à l'enrôlement sont gratuites. Mais dans la pratique, de nombreux obstacles se dressent sur le terrain. D'abord, le dénuement de nombre de nos concitoyens. Nous nous apercevons que beaucoup d'Ivoiriens ne disposent même pas de l'acte de naissance. Nous avons découvert qu'il y a même des élèves qui se trouvent en 6e et qui n'ont pas d'acte de naissance. Bien sûr, ce n'est pas la faute de la CEI. Mais comment nous faisons? Voyez, c'est un premier obstacle. Il y a aussi des obstacles qui sont des blocages matériels ou des blocages intéressés. Lorsque certains des citoyens que nous accompagnons s'adressent à l'administration pour obtenir les documents à remplir, les documents qui leur permettent d'être à jour pour l'enrôlement, il leur est souvent dit qu'il n'y a plus de documents, les formulaires sont finis. Il y en a aussi, je parle du personnel de l'administration, qui, de façon insidieuse, réserve des documents pour une partie de la population et qui refuse d'en remettre à d'autres, ou bien tout simplement qui attendent de recevoir de l'argent pour que les documents apparaissent. Vous êtes là, nous sommes obligés de vous le signaler pour que des dispositions soient prises. Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon propos sans faire état d'une préoccupation du PPACI. À quand l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Ancien président de la République, ivoirien de père et de mère, acquitté par la CPI pour les graves crimes dont il était accusé, pris en compte dans la loi d'amnistie de 2018, qui dit qu'après le procès, son nom doit figurer sur la liste électorale. Vous êtes un grand juriste, il suffit de lire la loi d'amnistie de 2018 pour se rendre compte que l'amnistie s'applique bien au président Laurent Gbagbo. Un homme qui, de plus, à la suite d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, doit voir son nom inscrit, comme l'indique la décision de cette Cour africaine des droits de l'homme. Monsieur le Président, je voudrais m'arrêter là pour les préoccupations principales que nous avons. Le premier point
concerne la période de la liste électorale, le groupe parlementaire PDCI note que la période qui part du 19 octobre 2024 au 10 novembre 2024 est très courte. En effet, étant donné qu'il y a un engorgement au niveau des services administratifs et judiciaires pour l'établissement des documents nécessaires à la révision de la liste électorale, il y a lieu de prévoir une période bien longue de sorte à enrôler le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. De plus, la saison des pluies actuelle et l'occupation par nos enfants des écoles qui sont très souvent à 70% les centres d'enrôlement posent des problèmes de mobilité, induisent un ralentissement des activités d'enrôlement. Monsieur le Président, cette période ne suffira pas parce que pour établir un extrait de naissance, il faut plus d'un mois, même avec la procédure de la loi de 2018. Parce que seuls les procureurs peuvent distribuer les requêtes en vue de demander un extrait de naissance. Seuls les sous-préfets peuvent distribuer à qui ils veulent et en nombre qu'ils veulent les requêtes pour demander un extrait de naissance. En plus, seuls les registres ne sont pas en nombre suffisant dans nos sous-préfectures. Nous sommes obligés d'acheter des registres au niveau de l'imprimerie nationale pour les servir aux administrations. Un registre ne peut contenir que 50 déclarations de naissance. Nous voulons 4 millions d'Ivoiriens sur la liste électorale calculée. Les registres doivent être à la charge de l'État. Troisième point, l'attribution de numéros sur les extraits de naissance procède d'un mécanisme qui est géré depuis Abidjan. La petite erreur qui est faite à Ouélé doit être corrigée à Abidjan 2 jours et 3 jours après. Tous ces éléments, ajoutés à ce que, dans ce pays qui est une république, le coût d'un extrait de naissance n'est pas uniforme dans toute la Côte d'Ivoire. Quand il coûte 6 000 à la sous-préfecture de Béomi, 7 000 à la mairie de Béomi, il coûtera 12 000 à Soubré, 17 000 à Guéyo, et ainsi de suite. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Nous avons la forte impression que l'État ne partage pas notre volonté d'adjoindre des Ivoiriens à la liste électorale. Sinon, ces entraves-là seraient rapidement enlevées pour que les millions de personnes en Côte d'Ivoire, les millions de personnes, votre femme de ménage à la maison n'a pas de papier. Le jeune qui vous sert after work dans le maquis n'a pas de papier. Les femmes qui vendent au marché n'ont pas de papier. Les Ivoiriens n'ont pas de papier, n'ont pas d'extrait de naissance. Et nous devons faire en sorte que ces Ivoiriens viennent remplir la liste électorale pour élire notre président, pour élire les députés. Cela est important. Il est aussi donc important, et nous demandons cela au gouvernement, que l'extrait de naissance soit gratuit, à tout le moins pour la période électorale. Nous n'avons pas d'argent comme certains pour offrir à toute une région. Il faut que l'extrait de naissance soit gratuit. C'est une obligation de l'État de donner des actes de l'État civil à ses citoyens qui proviennent des conventions internationales. Le deuxième point, Monsieur le Président, que je veux relever concerne les anomalies sur la liste électorale. C'est des anomalies sur la liste électorale de 2023. Une liste électorale définitive
Et ces anomalies ont pu être présentées à la CEI, à la Commission électorale indépendante, en son temps, à la suite d'une conférence d'une avocate du PPACI, à la suite d'une rencontre avec le PDCI à la Commission électorale indépendante. Monsieur le Président, sur la liste électorale, il y a 4000 centenaires. C'est vrai, nous souhaitons que nos parents vivent longtemps. Mais 4000, ça devient suspect. Et nous en avons fait la vérification. J'ai diligenté des enquêtes sur 20 cas. Les 20 cas se sont révélés frauduleux. Des inscriptions multiples, 500 inscriptions multiples, des personnes, même photographie, même filiation, mais 2, 3 cartes d'électeurs avec des numéros différents. Des enfants qui sont issus de la même mère, qui sont 20 de la même mère. Ils sont 760 000 suspects, forcément frauduleux. Des mères ayant plus de 20 enfants, ça existe, j'en connais. Mais j'ai diligenté des enquêtes pour voir encore 20. 17 se sont avérés frauduleux. Et sur la liste électorale, ces femmes-là sont 9204. Des pères qui sont pères de plus de 30 enfants. Ça existe chez moi, ça existe dans les familles nombreuses. Oui, ils sont 5501. J'ai vérifié sur une échelle de 20. 12 se sont avérés frauduleux. Des enfants ayant un père, ayant 30 enfants. Ces enfants-là sont 644 823. Ce n'est pas possible. J'en ai vérifié une centaine. Sur la centaine, 97,8% frauduleux. Des électeurs de mères inconnues. Le nom n'apparaît pas ou le prénom. Ils sont 93 428. Des électeurs de pères inconnus sur la liste électorale définitive de 2023 à laquelle on va adjoindre ceux qui vont être pris cette année. Des électeurs de pères inconnus, 23 000. Le nom du père et de la mère inconnus, 355 785 personnes. Lorsqu'on fait le point, parce qu'une personne peut être accolée de plusieurs anomalies. 1 898 145 personnes sur la liste électorale sont sous anomalie. Je veux encore dire, nous continuons et je continue mes investigations. Les registres de l'état civil de la zone Séno n'ont pas brûlé. Ces registres existent. Alors j'ai demandé le croisement de la filiation maternelle de certaines personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui ont la nationalité. Sur ces cas, nous découvrons que beaucoup de nos parents, des femmes qui sont identifiées, pour lesquelles j'ai fait une liste, se retrouvent être des mères de personnes qui sont en Côte d'Ivoire il n'y a pas 2 ans. Ils sont plus de 500 000. Monsieur le Président de la CEI, la liste que nous avons n'est pas crédible pour aller à des élections qui ne seront pas discutées. La liste n'est pas crédible. Ces personnes sous anomalie peuvent être des militants du RHTP ou des militants du PDCI-RDA. Ce que nous demandons, c'est d'avoir une liste propre,
une liste propre pour que demain, le 25 octobre, à 18h, à 19h, l'un des candidats téléphone à l'autre pour le féliciter de son élection. Parce que la base est propre. C'est pourquoi nous insistons, et nous insistons. Le PDCI peut servir ses éléments à la CEI. Le PPAC servira ses éléments à la CEI. Mais l'année dernière, ces éléments ont été servis qui devaient permettre à la CEI d'apurer simplement sa liste. Rien n'a été fait en dehors des 15 mineurs qui se retrouvaient sur la liste et qui ont été extirpés. Cela veut dire que l'auto-audit n'est pas possible par la CEI elle-même. C'est pourquoi nous demandons et nous insistons. Les thèmes de référence de cet audit auront simplement pour objectif spécifique d'extirper tous ceux qui n'ont pas droit d'être sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler qu'à cette rencontre d'avant-hier, le ministre Kaé Eric a pu dire de sa qualité d'informaticien ayant eu en possession les listes des nationaux de certaines ambassades. Lorsqu'il les a croisés, près de 2 millions de personnes qui se trouvent sur la liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront saines. Nous le disons aujourd'hui devant la représentation nationale. Nous le dirons demain à toutes les institutions qui viendront pour couvrir les élections en Côte d'Ivoire, avant qu'il ne soit trop tard. Le second point, le caractère annuel de la révision de la liste électorale. Oui, je suis Jean Chrysostome Blessy. Je n'ai aucun papier. Je cherche à l'établir. Les difficultés qu'il y a au niveau des sous-préfectures, pour avoir, au niveau des procureurs, pour avoir la requête et tout cela, me mettent dans une difficulté. Malgré la prolongation de la période de la RLE, je n'arrive pas à temps à déposer mes documents qui me permettent d'être sur la liste. Et puis, Monsieur le Président, l'article 2 du Code électoral dit qu'il y a une révision annuelle de la liste électorale. Et puis, l'article 6 de la loi qui fonde la CEI dit qu'il y a une révision annuelle de la liste électorale. Et puis, le texte de votre prestation de serment devant le Conseil constitutionnel, vous avez dit « Je m'engage à respecter la Constitution et la loi électorale ». Monsieur le Président, devant la représentation nationale, qui est, comme le Président l'a dit tout à l'heure, vous-même, le creuset de la démocratie en Côte d'Ivoire, êtes-vous prêt à vous engager à tenir une révision de la liste électorale en 2025, comme l'est dit dans nos textes? Parce que je vous sais, magistrat, un magistrat n'aime pas être parjure et ne peut pas être hors la loi. Monsieur le Président, à votre réunion avant-hier, vous avez parlé de la radiation des personnes décédées. C'est vrai, pour ce fait juridique-là, on n'a pas accepté toutes les preuves. On a dit certificat de nationalité, certificat de genre de mort, certificat de décès. Et puis vous nous avez dit, et nous vous avez rassuré, je vous en remercie, que vous avez contacté une structure qui devrait, en contact avec les sous-préfets et les chefs de village, faire apurer ces listes des personnes qui sont décédées pour les conduire devant un tribunal afin qu'il soit délivré pour ces personnes un jugement supplétif de l'acte de décès. Monsieur le Président, devant la représentation nationale, nous souhaitons avoir le nom de cet opérateur et la période à laquelle le travail va commencer pour que nous puissions lui servir les éléments des personnes décédées que nous avons ici. Merci, Monsieur le Président, oui. Permettez Oui. que j'intervienne sur un point. Le dernier, le dernier, dans l'absolu.
J'en avais 5 encore. Non, non, mais c'est le dernier. D'accord, Monsieur le Président. D'accord. C'est une question importante et nationale. Non, tout est important, mais je... Concernant les récépissés, je souhaite que l'ONESI publie la liste des personnes qui n'ont pas pu retirer les cartes nationales d'identité, donc qui sont détenteurs des récépissés. Parce qu'il ne s'agit pas d'établir de nouveaux récépissés. Les nouveaux récépissés qui sont établis se font avec un dossier qui contient déjà le certificat de nationalité. Donc on peut s'inscrire avec ça. Mais les nouveaux récépissés qui sont produits et qui seront produits ne doivent pas figurer au titre de ceux que nous allons utiliser pour faire l'inscription. En le disant, je veux fermer une poche de fraude. Une poche de fraude. La lutte que nous menons n'est pas contre un adversaire, contre un parti politique. Ce que le RHDP fait, ce que le PDCI fait, le PPACI fait, c'est d'avoir à lutter contre un adversaire, qui est la fraude. Et partout, il y a des esprits qui veulent frauder. Déjà, sur les récépissés, nous avons des idées. Des personnes demandent à nos parents de leur donner leur nom, leur identité, s'ils veulent avoir une carte d'identité. Mais avant d'avoir la carte d'identité, ils auront un récépissé. Et le récépissé leur permettra de s'inscrire sur la liste électorale. C'est une poche qui permet l'inscription de beaucoup de gens, mais c'est une poche qui est ouverte à la fraude. Monsieur le Président, je sers donc les propos du PDCI RDA qui insiste pour que ces points-là soient vus. La carte, on nous demande de faire les certificats de nationalité avec des extraits de moins de 2 ans. A-t-on pensé à ceux qui étaient dans la zone Séno et dont les registres ont disparu et qui doivent payer 45 000 francs, bien 25 000 francs pour établir simplement une copie? Merci, Monsieur le Président. Merci. Pour ce qui est de première question concernant le PPACI, et je vais faire masse, comme on dit en droit, je vais faire masse de toutes les questions parce qu'elles se recoupent. Absolument. Voilà. Alors, il semblerait qu'il y ait des irrégularités sur la liste électorale. Certains les qualifient d'irrégularités, d'autres des anomalies, mais le point commun à ces irrégularités réside dans la fraude. Et celle-ci concernerait 2 500 000, pour être précis, de nos concitoyens frauduleusement inscrits sur la liste électorale. Vous savez, et ce n'est pas à ces illustres personnalités que je vais dire que la fraude se caractérise par 2 éléments, l'acte matériel et l'acte intentionnel, que les latins appellent l'animus peccandi, c'est-à-dire l'intention de faire mal, l'intention de frauder. Alors parce qu'il y aurait eu une irrégularité, qu'on la qualifie de frauduleuse, il y a un bien grand pas qui est franchi. C'est pour cette raison que le législateur que vous êtes, pour annuler une élection, dit qu'il faut qu'il y ait des irrégularités de nature à entacher la sincérité du scrutin. De sorte que, à interpréter cette disposition, il en ressort que toutes les irrégularités n'emportent pas annulation, sauf celles qui entachent la sincérité. Alors, il me viendra donc l'envie de vous prier de bien vouloir donner l'intention de frauder la loi qui résulterait de l'inscription frauduleuse de ces personnes sur la liste électorale à l'occasion de la révision qui nous est offerte bientôt du 19 octobre au 10 novembre. Ce faisant, la commission, les bras ouverts, va vous accueillir et en échange, on aura l'occasion de déterminer toutes ces personnes qui sont frauduleusement inscrites sur la liste électorale. Mais en dehors de cela, ce serait prétentieux de la part de la commission électorale, de son propre mouvement, comme on le dirait, de proprio motu, de mettre fin à l'inscription de ces personnes sans que preuve ne soit rapportée. Donc, il faut que vous rapportiez la preuve que ces personnes sont inscrites frauduleusement sur la liste électorale.
Je dis bien, il se peut faire qu'il y ait des inscriptions qui soient irrégulières parce que, par exemple, des personnes sont inscrites sur la liste électorale n'ayant pas de filiation. Ceci provenant de ce que la dernière carte d'identité ne mentionne pas à son dos la filiation des personnes. Et l'ONESI a promis à la commission électorale indépendante de lui donner l'application qui permettait de lire cette puce, accédant ainsi à la filiation. Mais dans tous les cas, il vous souvient, par le passé, pas lointain, que la commission électorale, par les soins du PDCI, du PPACI, avait été saisie pour faire état de quelques irrégularités de ce genre. Je ne sais pas si ce sont les mêmes ou elles ont évolué, mais à vous entendre parler, elles ont certainement évolué parce que le nom qui avait été donné n'est pas le même. Alors, nous nous sommes rencontrés et je me rappelle encore, c'était le 15 juillet 2023 et nous avons échangé sur toutes ces questions. Nous avons saisi nos services et c'est ainsi, je me permets encore de lire ce qui en est résulté. Parce que je parle aujourd'hui devant ceux qui sont les représentants de la nation, ceux qui rendent présent la nation partout. Ainsi, étaient présents à cette réunion-là le PDCI, le PPACI, le RHDP, LMP, URD, GPP, MGC, AFD, AIRD, UDC. C'était au nombre de 10. Nous nous sommes retrouvés. Nous nous sommes retrouvés à l'Atri Events. En ce lieu, les préoccupations du PDCI et de tous ces partis politiques ont été passées en revue. Ainsi donc, sur les 4201 électeurs présumés centenaires sur la liste électorale, 4001 disposaient d'un dossier dans la base des données de la Commission électorale indépendante au site central, comprenant soit le numéro de l'ancienne CNI, soit le NNI de la nouvelle carte d'identité, ou les deux. En définitive, et je l'avais dit, il en est donc resté 200 électeurs présumés centenaires sur la liste électorale. Mais alors, voilà ce qui est de l'aspect technique. Mais venons maintenant à l'aspect juridique. Est-il interdit à un centenaire de voter? Non. C'est à un mort qu'il est interdit de voter parce que par sa mort, il cesse d'être une personnalité juridique. Mais un centenaire, il peut voter. Si vous avez la preuve qu'il est centenaire, il peut voter. Alors, si vous confondez le centenaire au décédé, mais cette confusion est fâcheuse. Parce qu'il n'est pas interdit à un centenaire de voter. Alors, si vous avez trouvé des centenaires là-dessus, mais c'est bien heureux, la Côte d'Ivoire, d'avoir des centenaires. Où est le mal? Où est ce qui contrarie la loi? La loi dit qu'il faut avoir 18 ans pour être électeur. La loi n'a jamais dit qu'il est interdit à un centenaire d'être électeur. Alors, si vous avez la preuve qu'il y a des centenaires, il n'y a pas de raison de vous affoler. C'est une longévité dont fait preuve la Côte d'Ivoire. Et c'est tout à notre honneur. Maintenant, si vous considérez que ce ne sont pas des centenaires et que cet âge est frauduleux, il faut en rapporter la preuve. Car c'est cela le débat démocratique. Vous rapportez la preuve, vous venez avec des pièces justificatives, comme le dit l'article 12 du Code électoral. Lorsque vous demandez la radiation de quelqu'un, il faut justifier par une requête motivée, avec des pièces justificatives de ce que vous alléguez. Alors sinon, ce serait fâcheux. Et c'est vous qui, représentant de la nation, qui allez reprocher à la commission électorale indépendante de radier à tour de bras
des honnêtes citoyens qui sont inscrits sur la liste électorale sur la base de simples rumeurs, chose que je ne saurais endosser. Donc je vous attends au contentieux. Dès que vous avez la preuve, faites-les-moi parvenir et nous en tirerons les conséquences. Ensuite, on dit la fraude sur la nationalité, le mercénariat, des personnes qui sont décédées. Alors, pour les personnes qui sont décédées, vous savez, en 2010, par le passé, l'inscription de la liste électorale se faisait sur la base de ce qu'on appelle les données alphanumériques. C'est-à-dire, le citoyen venait, il disait son nom sur la base des documents qu'il produisait, le nom, prénom, l'âge, le lieu de naissance, son genre, sa filiation, son domicile, ainsi de suite, sa profession. Mais quand on a été confronté à cette situation qui faisait qu'il y avait des personnes qui étaient décédées, qui sont décédées sur la liste électorale, alors on a eu recours à ce qu'on appelle la biométrie. La biométrie, et vous allez le voir dans l'article 7 du Code électoral, dans ses dernières dispositions, dit, en plus des données alphanumériques, on va solliciter du requérant une photo et l'empreinte digitale de ses 10 doigts. Ce sont ces deux bases de données qui constituent l'élément d'identification du citoyen. Et il nous a été rapporté, techniquement parlant, que le citoyen, l'être humain, détient des empreintes digitales uniques, l'un ne pouvant se confondre à l'autre, jusqu'à preuve du contraire. Voilà pourquoi quand on prend votre photo, en réalité, ce n'est pas seulement le faciès, mais il y a également l'iris. Et en plus, les empreintes digitales. Ce faisant, celui qui a cessé d'être un être juridique parce que décédé est parti donc avec ses empreintes digitales, puisque la base des données est composée aussi bien de la biométrie que de l'alphanumérique, il est parti définitivement avec ces données, personne ne pouvant donc se substituer à lui, en principe. Et c'est pour cette raison qu'il y a la tablette. Même si l'usage de la tablette fait l'objet des débats. On reviendra là-dessus si vous le permettez. Donc voilà la situation des personnes décédées. En principe, aisément, j'aurais dit, pourquoi ne pas laisser les morts là où ils sont? Mais quand les morts survivent à la mort frauduleusement, il est bon, avec vous, je suis d'accord avec vous, qu'on s'interroge sur leur action. Parce que quand on est mort, on cesse d'être une personnalité juridique. Et ce faisant, on n'a plus d'attributs humains. Or, le vote fait partie des attributs juridiques des humains. Comment se fait-il que quelqu'un qui est mort puisse voter? Alors, conscient de cela, nous avons, à la suite des observations pertinentes faites par les partis politiques, saisi le corps préfectoral à l'occasion d'un séminaire qui s'est tenu à Yamoussoukro il n'y a pas longtemps, où ensemble, nous avons plus ou moins trouvé des éléments de réponse. La question qui était posée à ce séminaire est celle-là. Pourquoi vous ne nous donnez pas la liste des personnes qui sont décédées à l'occasion de la révision de la liste électorale? Parce que, il vous souvient, qu'à l'occasion de cette opération, nous écrivons au ministère de l'Intérieur, détenteur du fichier de l'état civil, de nous donner la liste de toutes les personnes qui sont décédées. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Ils ont argué de ce que soit les déclarations de décès n'étaient pas faites, soit quand le décès était constaté par l'officier de l'état civil, les registres mal tenus qu'ils étaient, et je conviens avec Maître Blessy, empêchaient les officiers de l'état civil de les mettre à notre disposition. Alors, quelles sont les solutions que nous pourrions avoir? C'est ainsi que les officiers, ce jour-là, nous ont fait état des difficultés, des obstacles qui pourraient être levés en nous donnant des solutions. Et ensemble, nous avons convenu de saisir, parce que ces solutions
engendrerait bien entendu des dépenses, nous avons saisi le gouvernement. Le gouvernement a fait droit à notre requête. C'est ainsi que nous avons sollicité une structure qu'on appelle Unitec, qui, par le passé, avait participé aux audiences foraines et avait déjà entrepris une telle mission sur le terrain. Et nous nous sommes assis avec le corps préfectoral pour déterminer les modalités, pour identifier les personnes qui sont décédées et les sorties de la liste électorale. Le mode opératoire, il est le suivant. Dans chaque circonscription, cette structure, sous la tutelle bien entendu du ministère de l'Intérieur, va afficher la liste électorale par circonscription. Et il appartiendra aux citoyens de venir consulter cette liste électorale. Même dans les villages, c'est-à-dire dans les lieux de vote, on va afficher et on va exhorter la population à venir regarder sur cette liste les parents qui sont décédés. Si vous dites que M. Tantampion est décédé, on ne va pas exiger de vous les pièces administratives requises par la loi, puisqu'il s'agit pour nous de rechercher un acte qui va suppléer à cet acte de décès. Alors, un fait par une coupure de journaux, c'est un commencement d'exécution qui vont permettre donc à l'officier de l'état civil d'avoir déjà la preuve que la personne est décédée, appuyée bien entendu par cela d'un témoignage qu'on appelle la preuve testimoniale. Et cet ensemble de documents est mis à la disposition du sous-préfet, de l'officier de l'état civil, agent de l'État, qui va saisir les juridictions à ses frais pour demander ce qu'on appelle un jugement suppléant l'acte de décès qui aurait dû être fait depuis longtemps. Et c'est à l'issue de ce jugement que nous allons procéder à la confrontation de la liste des personnes ainsi constatées décédées d'avec la liste électorale pour en extirper ceux qui ne méritaient plus d'être sur la liste électorale. Voilà ce que nous allons faire cette année. Mais mieux, par le passé, comme je l'ai dit dans mon allocution tout à l'heure, c'était pendant le contentieux que l'on portait à la connaissance de la CEI des personnes qui sont décédées. Mais maintenant, à l'inscription, vous pouvez venir, entre autres motifs, dire voilà, j'ai mon nom, j'ai mon père, j'ai tel parent qui est décédé et qui se trouverait sur la liste électorale. Voilà l'acte qui atteste de mes allégations. Et in situ, on va procéder à la radiation de ces personnes-là. Sur la question des personnes décédées, voilà ce que je pouvais dire. Et je voudrais, honorables membres de cette Assemblée, que vous vous associez à la commission électorale indépendante pour rendre la liste électorale propre. C'est dans l'intérêt de nous tous quand le pays se porte bien. Et vous ne trouverez aucune animosité de la part de la commission électorale vis-à-vis de ces choses-là. Même en dehors de la période électorale, de la révision de la liste électorale, venez. Mettons en place un mécanisme qui va permettre d'extirper de la liste électorale tout ce qui ne mérite pas d'y être. Pour ce qui est du pouvoir, bien entendu, conformément aux règles qui encadrent la commission électorale indépendante, pour tout ce qui est de son pouvoir, nous allons faire de sorte que la liste soit une liste fiable. Le professeur Oulaye parle de audit de la liste électorale, mais nous, on n'a jamais été opposés à l'audit de la liste électorale. Et ça me gêne aux entournures que de considérer qu'un audit pourrait nous offusquer. Mais la seule chose que je dis, si vous voulez un audit en dehors de celui qui est prévu par l'article 12 du Code électoral, mais il faut déterminer les objectifs, les règles qui vont encadrer cet audit et les personnes qui vont exécuter cet audit. Et comme vous êtes les faiseurs de loi, au sens pas péjorant, mais au sens honorable, alors vous éditez une loi qui va en tenir compte et elle va s'imposer à la structure que nous sommes pour l'exécuter sur le terrain. Mais pour l'heure, l'audit dont il est question est prévu par le Code électoral qui dit ceci.
que la liste électorale est un document administratif qui est mis à jour annuellement pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Et l'article 12 dit ceci: tout citoyen, tout électeur de la circonscription peut demander l'inscription. Vous voyez? Tout électeur de la circonscription peut demander l'inscription. Mais tout électeur, ça s'arrête là, peut demander la radiation. C'est-à-dire, pour radier, c'est plus simple que pour inscrire. Pour inscrire, il faut de la circonscription de la personne pour laquelle on introduit l'action. Mais pour la radiation, il suffit d'être un simple électeur. Alors, voilà un audit. Puisqu'il s'agit de mettre à jour annuellement les mutations intervenues dans le corps électoral. Alors, il est loisible aux citoyens électeurs de demander la radiation à la commission électorale indépendante de celui qui est décédé ou celui qui est déchu de ses droits civils ou en somme, celui qui ne mérite plus d'être sur la liste électorale. Et voilà un audit. C'est ce que nous disons. Mais l'audit, qui ne semble pas être encadré par une loi connue de nous, ne saurait trouver application au sein de la commission électorale indépendante. C'est tout. Parce que le document qu'est la liste électorale est un document tellement important qu'on ne saurait se fier à des rumeurs de ce qu'il y aurait des citoyens qui soient fraudeurs au point de les radier sur la base d'une rumeur. Parce que moi, c'est comme ça, quand ça ne repose pas sur la loi, quand ça ne repose pas sur un document fiable, digne, authentique, susceptible d'être remis en cause par une procédure qu'on appelle l'inscription de faux, pour moi, je considère que c'est des rumeurs. Et les citoyens qui se sont transportés dans nos guichets pour se voir inscrits sur la liste électorale ne peuvent dignement être radiés de cette liste sur la base de rumeurs. Voilà pourquoi nous invitons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, à travers des preuves, et au contraire, qui est prévu par vos soins à travers la loi, c'est l'article 12. Et c'est ce à quoi nous nous attelons jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, la liste électorale n'est pas annuellement révisée. J'ai l'impression, j'ai envie de dire, ça c'est la marque déposée de Maître Blessy, mais apparemment tout le monde s'en sert. Mais nous, on n'a vraiment pas de problème au niveau de la révision annuelle. Mais je l'ai dit dans certaines de nos interventions précédentes qu'il faut faire une application intelligente de la loi. Ce n'est pas parce que la loi dit de faire qu'il faut faire sans tenir compte de l'objectif que le législateur a prévu. Parce qu'il y a la loi à travers le texte et il y a la loi à travers l'esprit. L'objectif du législateur, c'est d'avoir le maximum de citoyens sur la liste électorale. Conscient de cela, le législateur lui-même il dit, bien qu'il le dise à l'article 6, la liste électorale est un document qui doit être mis à jour annuellement, mais il dit quoi à l'article 11? L'établissement de la période de la liste électorale ainsi que ses modalités d'application sont déterminées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale indépendante. Ça veut dire que la Commission elle-même a un pouvoir d'appréciation quant à la détermination de l'exécution de cette loi. Et cette application nous permet d'être plus ingénieux, plus inventifs. Et c'est pour cette raison que nous exhortons la population à la sensibilisation. Voilà tout le sens. Mais nous n'avons jamais dit que nous n'allons jamais enrôler un citoyen, même s'il est seul. Voyez-vous, je vais vous donner l'évolution de la révision de la liste électorale. En 2010, nous avons eu, après la refonte, 5 725 000 personnes inscrites sur la liste électorale. Mais de 2010, ce n'est que 5 ans après, ça c'était avant la commission électorale indépendante de M. Cubière. 2015, on vient faire la révision de la liste électorale et on a eu 574 000, 5 ans après. Ensuite, en 2016, voulant respecter le principe dont parle Maître Blessy et puis le professeur Oulaye, mais vous savez combien on a eu? De 574 000 personnes, on a eu 139 000 personnes.
C'est-à-dire quand les deux révisions se suivent, 2015-2016, des 500, on est tombé à 139. Et par la suite, on fait une pause, on sensibilise. En 2018, on retrouve 277 000. En 2020, quand nous prenons les rênes de la Commission électorale indépendante, avec la sensibilisation à outrance, on a 908 000 pour la première fois. On a autant de citoyens inscrits sur la liste électorale. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? En organe responsable, on s'est dit, mais certainement que nos parents ne sont pas au courant de ce qu'ils doivent s'inscrire sur la liste électorale. Et pour ce faire, il faut les sensibiliser. Donc, nous donnons la possibilité à nos citoyens d'être sensibilisés. Mais s'il y a un engouement, mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer, s'il y a un engouement, mais on n'a jamais fait de révision de la liste électorale dans le délai que nous déterminons. Il y a toujours une prorogation chaque fois qu'on constate qu'il y a un engouement. Je vous ai dit, commençons déjà. S'il y a un engouement, on ouvrira les vannes pour permettre à nos concitoyens de s'inscrire sur la liste électorale. Nous ne sommes pas opposés à cela. Parce que le sens de la démocratie, c'est la participation du peuple. Parce que le peuple s'exprime de deux façons, soit directement par la voie du référendum, soit indirectement par ses représentants élus par la voie de l'élection. Donc il ne peut pas avoir d'élection s'il n'y a pas d'électeurs. Donc pour nous, avoir les citoyens sur la liste électorale est un impératif. Donc on ne saurait s'opposer. Ce ne sont que des modalités pour atteindre cet objectif qui justifient que nous prenions peut-être le temps. Mais, je vous l'ai dit, quand on ne fait pas la révision chaque année, mais ça ne cause préjudice, ça ne cause pas préjudice particulièrement à quelqu'un, c'est tout le monde. À vous entendre parler, j'ai l'impression qu'on ne fait pas la révision pour X, contre X. Mais quand on ne le fait pas, quand on ne la fait pas, mais en réalité, c'est tout le monde. Et j'ai même l'impression que l'année où on ne fait pas la révision de la liste électorale, c'est cette année-là que Maître Blessi a trouvé pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. On dit que tous les citoyens devaient s'inscrire sur la liste électorale. Vous n'avez pas fait la révision de la liste. On n'a même pas fini pour 2024. Vous êtes en train de parler de 2025. Mais attendons, finissons de 2024 déjà. Finissons de faire la révision de 2024. S'il y a un engouement, il n'y a pas de problème. Nous allons toujours faire la révision. Ne vous en faites même pas. S'il vous plaît, Maître Blessi. Alors, donc voilà. Pour nous, même si ce n'est pas lié à l'engouement, c'est vous les mêmes qui alliez dit ici, mais vous voyez bien que ça ne rapporte pas. Mais je vous ai déjà dit, même quand je parle de l'engouement, je n'ai pas dit que l'engouement est un obstacle, mais je dis que l'engouement est la détermination de notre mécanisme sur le terrain. Vous voyez, cette année, nous avons pris 12 000 lieux d'enrôlement, ce qui n'était pas le cas par le passé. C'était moins que cela. Mais chaque fois que nous envisageons d'aller vers la population et nous constatons qu'il y a un engouement, mais nous augmentons. Et puis, sur cette question pour terminer, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, la commission électorale ouvre ses guichets dans 12 000 bureaux de vote, bureaux d'enrôlement. Et chaque guichet peut enrôler au minimum 50 personnes. Et quand vous enrôlez 50 personnes en 23 jours, c'est 13 millions de personnes que vous avez. Or, aujourd'hui, nous avons à rechercher 4 500 000 personnes. Vous voyez, on va au-delà.